Dans le troisième chapitre, nous allons voir les principales techniques d'interprétation des données. Alors, il faut d'abord bien comprendre quelle est la structure des données obtenues en métabolomique, ces grands tableaux, et en particulier la différence entre données et métadonnées. Lorsqu'on fait une expérience, on étudie un certain nombre de facteurs, qu'on appelle des variables aussi, ce sont les variables contrôlées, génotype, traitement, etc. Ensuite, pour chaque une des variables, il y a différentes modalités, différentes valeurs de cette variable. Donc on peut étudier des individus sauvages et des individus mutants, KO par exemple pour un gène, sous différents traitements, avec un témoin et puis un autre qui a subi un traitement hormonal, et puis éventuellement un deuxième traitement, donc en fort éclairage ou bas éclairage. Et puis pour chacune de ces modalités, on réalise un certain nombre de réplicas biologiques, et on obtient, en ajoutant tout ça, euh, un certain nombre d'échantillons. Donc on fait l'acquisition des données après l'extraction, et on obtient les données, et en croisant les données et les métadonnées, on va faire ce qu'on appelle un traitement des données, c'est-à-dire on va chercher à trouver les différences qui sont liées dans les échantillons aux variables contrôlées. Donc les métadonnées, ce sont des données sur les données, ce sont les données en métabolomique de description des expériences et des mesures effectuées, qui, quand, comment. Donc ça commence avec la planification, le choix des génotypes, varier leur provenance, les lieux d'expérimentation, le matériel, les protocoles utilisés et même le personnel qui a réalisé les analyses. Et puis donc lors de l'expérimentation, les dates d'intervention, les relevés de température, d'humidité, tout ce qu'on veut, le nom des opérateurs qui ont fait les manips, le type de matériel, les anomalies constatées, etc., etc. Donc en gros, ça rejoint les informations du cahier de laboratoire. Les variables contrôlées, en particulier, sont des métadonnées, et ce sont elles, le plus souvent, qui sont importantes pour l'interprétation des résultats. Donc voici un exemple avec un tableau à deux variables. Vous avez des individus en ligne, certains sont des hommes, d'autres des femmes, et puis pour chacun d'entre eux, on a mesuré deux variables, l'âge et le poids. Et bien vous avez donc les métadonnées qui sont le sexe des individus, c'est la variable contrôlée, qui a deux modalités, hommes et femmes, et puis les variables mesurées, qui sont l'âge et le poids. Et c'est en croisant les deux qu'on va pouvoir interpréter. On note les variables contrôlées Y et les variables mesurées X. Donc dans un grand tableau de données métabolomiques, on a les individus, c'est-à-dire les échantillons en ligne, les métabolites en colonne, et donc dans la première partie du tableau, on peut aussi avoir les classes, ce qu'on appelle les classes, c'est-à-dire les modalités des variables contrôlées, et donc on va avoir un tableau avec une première série de données, de variables qui sont contrôlées, qui sont donc les données Y, et les variables mesurées, en l'occurrence les concentrations en métabolites, qui sont X. Voilà la façon dont on formalise ces données, le genre de notation qu'on adopte. Donc on dit qu'on a n individus, k variables qu'on appelle x qui sont mesurées, notées donc x1, x2, x3, etc. jusqu'à xk, et m variables y contrôlées, qu'on appelle aussi ces variables des variables descriptives. Les variables mesurées, en général, sont continues, ce sont les signaux, les teneurs, les concentrations en métabolites, et les variables contrôlées sont plutôt discrètes, ce sont des classes de traitement, de dose, de génotype, donc le sexe, par exemple, homme-femme, deux classes, les génotypes, sauvage mutant, deux classes, traitement 1, traitement 2, traitement 3, etc., etc. Donc dans les variables mesurées, on a les signaux spectraux plus ou moins bruts. Donc en spectrométrie de masse, eh bien, ce sont les intégrales des XIC, donc des couples RT masse. En RMN, les intégrales aux différents déplacements chimiques. Et plus rarement, quand on fait des analyses quantitatives, ben, carrément les concentrations en valeur absolue. Les individus sont les extraits métaboliques qui se rapportent aux échantillons. Donc si on a 108 échantillons, par exemple, eh bien, on va pouvoir les décomposer en deux organes, trois génotypes, trois traitements, fois trois répétitions biologiques, fois deux répétitions techniques, par exemple. Donc le nombre d'échantillons est égal au produit des facteurs et des répétitions. Il existe donc des techniques d'analyse qui sont vraiment intéressantes pour analyser ces grands jeux de données qu'on appelle les analyses multivariées. Alors, elles s'opposent en principe
aux statistiques classiques. Les statistiques classiques sont applicables facilement lorsqu'il y a peu de variables. On va dire moins de 6, même si le seuil est un peu arbitraire. Et surtout quand il y a beaucoup plus d'individus que de variables. Ces analyses classiques, vous les connaissez, ce sont des modélisations de régression, ce sont les ANOVA, les analyses de variance, les tests de Student, etc., etc. Elles vont permettre de comparer les classes d'échantillons pour les variables mesurées, et elles vont surtout fournir donc ce qu'on appelle un seuil de rejet de l'hypothèse H0. C'est la fameuse p-value, ou risque de type 1, qui en fait représente les faux positifs. Lorsque vous avez une p-value inférieure à 5%, inférieure à 0,05, ça signifie que vous acceptez qu'il y ait un risque que les différences, qu'il y ait 5% de chance que les différences que vous constatez entre échantillons soient liées au hasard et non pas aux facteurs contrôlés. Donc c'est tout l'intérêt de ces tests, c'est que vous savez le risque que vous prenez à tirer une conclusion. Et puis de l'autre côté, on a les statistiques multivariées. C'est utilisé quand on a beaucoup plus de variables que d'individus, ce qui est souvent le cas si on a plusieurs centaines de variables, de métabolites par exemple, ou de pics tout simplement, et mettons 30 ou 40 individus, eh bien on est dans ce cas de figure. Alors parmi ces statistiques multivariées, il y en a qui sont plus connues que d'autres. Il y a en particulier l'ACP, analyse en composantes principales, les techniques PLS, Partial Least Square Discriminant Analysis, avec notamment les techniques OPLS, on verra, et puis les classifications hiérarchiques, telles que les HCA, Hierarchical Cluster Analysis, donc ce sont des façons de faire des arbres de classification des échantillons et des variables. Nous verrons deux de ces techniques, l'ACP, en anglais PCA, Principal Component Analysis, et l'OPLSDA, Orthogonal Partial Least Square Discriminant Analysis. L'ACP est intéressante pour trouver objectivement les grandes tendances du jeu de données, donc ça permet de bien décrire les données telles qu'elles sont. L'OPLS est intéressante pour discriminer des classes d'échantillons, donc en fonction d'une variable contrôlée, et essayer de voir quelles sont les variables mesurées qui discriminent le mieux ces groupes d'échantillons. Donc c'est très utilisé pour trouver des biomarqueurs. Toutes ces analyses sont réalisées par des calculs algébriques qui aboutissent à la construction d'un nombre limité de variables latentes. Donc quand je dis toutes ces analyses, c'est-à-dire l'ACP et les PLS. Ces variables latentes, on les appelle les composantes. Ce sont des variables qui résument l'information du jeu de données initial. Et elles sont ensuite projetées géométriquement sur des plans, de façon à analyser rapidement les grandes tendances du jeu de données. Donc l'avantage, c'est qu'avec ces techniques, on étudie toutes les variables simultanément. Il n'y a pas véritablement de perte d'informations. On peut étudier les corrélations entre les variables, et surtout, on peut trouver des ressemblances et des dissemblances entre groupes d'individus. Commençons par l'ACP. Alors, je vais dire un mot de la façon dont les analyses en composantes principales sont calculées, et on ne rentrera pas dans le détail. Donc, il faut imaginer que les données d'un tableau peuvent être représentées comme un nuage de points dans un espace de k variables mesurées. Donc, si vous avez deux variables, c'est facile à représenter. Mettons l'âge et le poids dont je parlais tout à l'heure, vous tracez deux axes perpendiculaires, en ordonnée l'âge et puis en abscisse le poids, et vous avez donc, vous pouvez projeter les points. Donc à l'intersection de chacune de ces valeurs, vous pouvez placer les individus. Si vous avez trois variables dans votre tableau, c'est toujours possible, et dans un espace à 3 dimensions. Mais s'il y a plus de variables que ça, c'est plus compliqué. On ne peut pas se le représenter mentalement. Par contre, les calculs sont exactement les mêmes. Donc on imagine un nuage de points dans un espace à k dimensions, k variables. Il est facile de calculer les distances entre individus en utilisant les relations euclidiennes, c'est-à-dire le théorème de Pythagore, en fait, qui va vous permettre de mesurer donc les distances entre points à partir d'un repère. On peut également désigner le barycentre du nuage de points, donc le centre de gravité, qu'on appelle aussi, et on peut mesurer l'inertie, c'est-à-dire la distribution, la dispersion du nuage autour de ce barycentre. Donc c'est la distance de chacun des points, de chacun des individus, à ce barycentre. Je le disais, lorsqu'il y a plus de 3 variables, quand k est supérieur à 3, la projection du nuage de points est impossible, et donc on va réaliser un changement de repère pour résumer l'information sur un nombre limité d'axes, qu'on appelle les composantes principales.
Ce changement de repère, d'un point de vue algébrique ou vectoriel, revient à chercher des sous-espaces qui représentent au mieux le nuage de points. Donc ce sont les sous-espaces H qui passent par le barycentre G, et tels que l'inertie, c'est-à-dire la dispersion expliquée par H, est définie par cette formule, et l'inertie par rapport à H, c'est-à-dire l'inertie résiduelle, est définie par une autre formule. Donc ces formules, en fait, sont les distances entre la projection des individus sur l'espace H, donc la distance avec le barycentre G, et le résidu, l'inertie résiduelle, c'est tout ce qui n'est pas expliqué par cet espace H, c'est-à-dire c'est la distance entre les individus et leur projection sur l'espace H. On va donc choisir, calculer l'espace qui minimise l'inertie résiduelle et qui maximise l'inertie expliquée. C'est-à-dire qu'on va choisir, si votre espace est à 2 dimensions, si vous avez un nuage de points à 2 dimensions, comme c'est représenté ici, votre nouvel espace sera une droite, donc un espace à 1 dimension, et vous la choisissez de telle sorte que l'axe, en fait, soit dans le sens de la plus longue inertie, de la plus longue dimension du nuage de points. Je ne rentre pas dans le détail, le calcul s'effectue par du calcul vectoriel et matriciel. Le résultat, au final, c'est qu'on a calculé de nouveaux axes qui définissent des espaces, un nouvel espace. Ces axes, on les appelle les composantes principales, elles sont notées PC, Principal Component. Au final, d'un point de vue algébrique, ce sont des combinaisons linéaires des variables initiales, avec des poids qui sont affectés à chacune des variables, et elles expriment une part décroissante et indépendante de la variance, c'est-à-dire que les composantes principales sont orthogonales les unes par rapport aux autres. Une part de la variance qui est expliquée par la première composante principale n'est plus expliquée par aucune des autres composantes calculées ensuite. Donc si on fait un petit graphique pour montrer le pourcentage de la variance du jeu de données qui est expliqué par les axes calculés, les composantes principales, eh bien vous voyez que la première explique une part importante de la variance, la deuxième explique une part moins importante, la troisième, etc., etc. Et si on fait la somme de toutes les variances expliquées par tous les axes, on aboutit à 100%. Toute la variance du jeu de données est expliquée par les composantes principales, et ces variances expliquées par les composantes ne se recouvrent pas. Le résultat, c'est la transformation d'un grand tableau de données, comme on a vu, en deux tableaux plus petits. Les coordonnées des individus dans l'espace calculé, donc sur les composantes calculées, mais aussi les coordonnées des variables initiales sur les composantes calculées. Le premier tableau en anglais s'appelle score, le tableau des scores, et le deuxième tableau s'appelle le tableau des loadings, des poids. Ces tableaux sont ensuite transformés en graphiques. Ce sont les projections respectivement des individus ou des variables dans le même espace, dans l'espace défini par les composantes principales. Donc vous avez à gauche en bas le score plot, projection des individus sur les composantes principales, et à droite le loading plot, projection des variables sur les composantes principales. Vous pouvez choisir les composantes sur lesquelles vous projetez. Composantes 1 et 2, c'est le plus souvent puisque elles expriment la part la plus importante à L2 de la variance, mais aussi vous pouvez choisir d'autres composantes qui expriment une autre partie de la variance. Il est important de comprendre que l'analyse en composantes principales est une analyse dite non supervisée. Il n'y a dans les calculs à aucun moment aucune hypothèse de travail. C'est-à-dire qu'on n'indique jamais à l'algorithme si on souhaite trouver des différences ou des ressemblances entre les échantillons. Le seul moment où les variables contrôlées interviennent dans l'ACP, c'est pour labelliser les individus. C'est-à-dire qu'on va donner la classe à laquelle ils appartiennent dans la projection graphique. Vous avez ici, par exemple, une ACP sur des échantillons de divers génotypes de souris. Donc, on a analysé les métabolites dans l'urine de ces souris, de ces différents génotypes. Eh bien, vous avez en fait 3 classes. Donc, les souris blanches, les souris noires et les souris nues, sans poils. Et donc, vous voyez que sur les deux premiers axes, donc le premier axe exprimant 46% de la variance totale du jeu de données, et le deuxième axe exprimant 28% de la variance totale du jeu de données,
on voit des groupes d'échantillons, et lorsqu'on les labellise en fonction du génotype, on voit qu'en fait, ces groupes correspondent aux différents génotypes. L'ACP est souvent le point de départ de toutes les analyses multivariées. Le fait qu'elles soient non supervisées donne une vision objective des données. Et c'est utile pour au moins deux choses. D'abord, détecter les points aberrants, les individus atypiques dans le jeu de données, ceux qui vont euh, euh, apparaître un peu isolés dans le graphique, et aussi évaluer le potentiel d'information du jeu de données, voir si on regroupe des individus en fonction de classes connues, ou bien repérer des variables qui présentent des corrélations positives ou des corrélations négatives entre elles. Donc ça donne une information assez intéressante et efficace, de façon efficace, sur la structure des données. Avant de réaliser une ACP, alors il y a plusieurs logiciels qui permettent de faire ça, il y a des scripts sous R, il y a EasyInfo, Simca, un site en ligne qui s'appelle MetaboAnalyst, dont on reparlera. Mais avant de réaliser ces ACP, eh bien, on va devoir gérer les valeurs manquantes et normaliser les valeurs. Alors d'abord, pour gérer les valeurs manquantes dans un tableau, alors à quoi sont dues les valeurs manquantes? Ben, c'est quand les algorithmes de déconvolution n'ont pas parfaitement travaillé et qu'ils ont oublié un pic. À ce moment-là, on a plusieurs solutions. La première, c'est à laquelle il faut penser immédiatement, c'est de revenir aux données brutes, au chromatogramme, et vérifier pourquoi cette valeur est manquante. Est-ce qu'effectivement, il y avait un métabolite, un pic, mais qui n'a pas été détecté, parce qu'il y a eu une erreur d'intégration? Est-ce que, effectivement, à cet endroit-là, dans cet échantillon, il n'y a pas de pic, donc le métabolite est totalement absent? Est-ce qu'il y a eu une erreur de fichier, des lignes supprimées accidentellement, etc. Toutes ces choses arrivent. Donc il faut faire une investigation qui peut être assez longue, mais qui est très payante, puisqu'elle améliore grandement la qualité des données, pour voir si les données manquantes, si les pics absents sont réels ou bien sont liés à des erreurs d'algorithmes ou des opérateurs. La deuxième solution, celle qu'on peut faire à la suite, en fait, c'est que pour les valeurs vraiment qui correspondent les valeurs manquantes qui correspondent à l'absence d'une molécule dans un échantillon, au lieu de mettre 0, on va mettre une valeur arbitrairement petite, par exemple 10-5 ou 10-6, ou alors une fraction de la valeur la plus petite du jeu de données, c'est un peu moins arbitraire, c'est-à-dire équivalent à du bruit de fond. Ça signifie concrètement que la valeur manquante est nulle. Mais, comme on ne veut pas 0, on va mettre une valeur petite. La troisième solution, c'est de faire l'analyse sans tenir compte des variables ou des individus ayant des valeurs nulles. C'est très rarement une bonne idée, parce que vous voyez que ici j'ai un tableau, en rouge j'ai montré les valeurs manquantes, c'est-à-dire les aires de pic égales à 0, qui n'ont pas été intégrées, pour X ou Y raison. Il y en a 44. Et dans ce tableau, ça représente seulement 5,5% des données. Mais si maintenant je supprime toutes les variables avec au moins une valeur nulle, c'est-à-dire 9 sur 25, je supprime 36% des données. Et si je supprime les individus avec au moins une valeur manquante, c'est-à-dire 20 sur 32, je supprime 62% des données. Donc en fait, il faut faire très attention, c'est une solution à éviter le plus souvent. Quatrième solution, il existe des petits algorithmes qu'on appelle d'interpolation multivariée, qui vont estimer la valeur manquante en fonction des valeurs des autres échantillons, là où on était censé trouver une valeur. Donc ça, c'est à prendre avec beaucoup de précautions. Il existe différents algorithmes. Euh, le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qu'ils font, et ça revient finalement à créer une valeur à partir de rien. Ensuite, la deuxième étape, c'est de normaliser les valeurs. Donc, très souvent, la distribution des variables en métabolomique est décalée vers la gauche. C'est-à-dire que les métabolites, il y a un grand nombre de métabolites qui sont peu abondants, et quelques métabolites qui ont de très fortes valeurs, qui sont très dispersées. Donc vous n'avez pas une répartition gaussienne et normale de ces valeurs, vous avez une répartition décalée vers la gauche. Pour revenir à une valeur, à une distribution gaussienne, il existe des outils de normalisation. En particulier, donc, la transformation logarithmique. On transforme les valeurs en leur logarithme, et ça a l'avantage de recentrer les données. On peut aussi faire
comment dire, une opération de centrage, c'est-à-dire que on va soustraire la moyenne de chacune des valeurs. On peut ensuite faire ce qui est appelé de l'autoscaling, qu'on appelle en français une normalisation centrée réduite, c'est-à-dire soustraire la moyenne à chaque valeur et diviser par l'écart type. Ou bien on peut faire une normalisation de Pareto, et cette fois on divise par la racine carrée de l'écart type. Donc vous voyez ici ce que fait une transformation logarithmique. Ça c'est la courbe logarithme, et vous voyez que si vous transformez des valeurs en abscisse avec la fonction logarithmique, donc vous avez des valeurs en ordonnée, eh bien ça va avoir tendance à rapprocher les grandes valeurs de x qui sont dispersées. Ça réduit ce qu'on appelle l'hétérocédasticité entre les variables, c'est-à-dire l'inégalité des variances, et ça recentre. Vous avez dessous une distribution des données avant transformation, avant normalisation, et ensuite, à droite, la distribution des données après transformation logarithmique. On voit que c'est beaucoup plus proche d'une distribution normale. L'avantage du centrage, c'est-à-dire de soustraire la moyenne de chacune des variables, va convertir les fluctuations des variables autour de 0 au lieu de les avoir autour de la moyenne. Ça permet d'obtenir des données qui sont indépendantes de l'unité choisie. Ensuite, la réduction, donc des données centrées réduites, la réduction par l'écart type, entraîne que l'écart type, et donc la variance qui est son carré, sont alors égales à 1. Et du coup, toutes les variables vont avoir la même dispersion. Enfin, la réduction de Pareto, qui consiste à diviser par la racine carrée de l'écart type, eh bien, ça va avoir un peu la même fonction que le logarithme, c'est-à-dire que les grands écarts à la moyenne, grâce à une transformation par la fonction racine carrée, sont plus réduites que les petites. Maintenant, comment est-ce qu'on interprète une analyse en composantes principales? On va voir un exemple avec un tableau de données qui sont les investigations des habitudes alimentaires des Européens au petit déjeuner. Donc vous avez des individus qui sont les pays européens, et puis des variables qui sont la proportion ou l'intensité de consommation de différentes denrées alimentaires le matin, donc au petit déjeuner. On a le café grain, le café instantané, etc., la confiture, bon, etc. Et bien lorsqu'on fait une analyse en composantes principales et qu'on projette les données sur les deux premières composantes, la première composante qui explique 37% de la variance du jeu de données et la deuxième 21%, on peut donc projeter à la fois les individus et les variables. Et bien on voit que sur ce plan composante 1, composante 2, on a représenté 58% de la variance totale du jeu de données initial. C'est-à-dire qu'au lieu, je reviens sur le tableau, au lieu de scruter ce tableau pour voir quel pays consomme quoi, grâce à l'analyse en composantes principales, eh bien on voit tout de suite les grandes tendances du jeu de données. Les individus ou les variables qui sont proches de l'origine du graphique, du centre de la croix au milieu ici, sont considérés mal représentés par les axes choisis. Ici, ce sera le cas, par exemple, pour les individus, la Belgique ou l'Irlande. En revanche, certains individus sont très bien représentés, et on voit que le Danemark et la Suède, qui sont graphiquement proches, ont en fait les mêmes tendances de consommation au petit déjeuner. En revanche, ils sont opposés à l'Italie, ils sont de l'autre côté du graphique, par rapport au centre. Eh bien, ça signifie que les variables présentent des tendances opposées entre ces pays et l'Italie. Comme la Suède et le Danemark sont situés en haut à droite du plan, on peut regarder les variables qui y sont associées, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui sont fortement consommées dans ces pays. On va retrouver donc un certain nombre de denrées qui sont consommées dans ces pays, et à l'opposé, on va voir de l'autre côté les denrées qui sont plutôt consommées en Italie. On peut utiliser une autre composante principale. Vous voyez qu'ici, on a changé l'axe des ordonnées. Au lieu d'être la composante numéro 2, maintenant c'est la composante numéro 3. On note qu'elle ne représente, elle, que 9% du jeu de données, mais elle est intéressante quand même parce qu'elle représente la variance associée à deux pays qui étaient mal représentés sur le graphique précédent. Ces deux pays sont l'Irlande et l'Angleterre. Et de la même façon, quand on projette les variables,
on peut voir que cette distribution signifie que les Anglais et les Irlandais consomment beaucoup donc de confiture et de thé, et moins d'orange, de yogourt ou de grains de café en grains. Il est intéressant aussi d'utiliser l'analyse en composantes principales pour détecter des individus atypiques qu'on appelle outliers en anglais. Là, c'est un cas un peu extrême. Vous avez projeté vos individus sur une ACP et vous voyez un gros paquet d'individus qui sont mal représentés d'ailleurs sur les axes et 4 individus très bien représentés qui ont des valeurs très grandes. Eh bien, ces individus ont des valeurs atypiques par rapport aux autres répétitions de leur modalité ou de leur classe de variables contrôlées. Donc, la règle de détection, pour considérer qu'un individu est atypique, on regarde s'il est en dehors d'un intervalle de confiance, qui est défini par le cercle ici, qui est le t carré d'Hotelling. Donc c'est un test en fait statistique, une généralisation multivariée du test de Student, qui permet de savoir si ces individus sont atypiques ou pas. Lorsqu'il y a plusieurs répétitions par modalité expérimentale, ce qui est quasiment toujours le cas, on ne fait jamais d'analyse sans faire de répétition, le point aberrant, c'est-à-dire qui s'éloigne des autres échantillons du même groupe, signifie qu'il est douteux. Il y a un problème avec cet échantillon. Ça peut être un problème lors de l'expérience, un individu qui s'est comporté complètement différemment des autres, qui a eu un stress en plus, lors de la collecte ou de l'extraction, lors de l'analyse chimique ou même lors du traitement des données. Donc là, encore deux solutions. Soit on corrige le problème, ça peut consister carrément à réinjecter l'échantillon pour refaire un profil et l'intégrer au tableau de données, ou même carrément refaire la manip. Mais on peut aussi éliminer cet échantillon. Là, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop, sinon on diminue le nombre d'échantillons de l'expérience, et on refait l'analyse en composante principale sans cet individu atypique qui perturbe, en fait, qui tire le nuage de points et qui perturbe le test. Voici un exemple de résultat satisfaisant. Donc, je reprends mon exemple ici d'urine de souris, donc selon leur génotype, blanche, noire ou nue. Eh bien, on voit que les groupes sont extrêmement bien séparés sur l'ACP. On a les souris blanches et les souris noires qui sont séparées selon le premier axe, la composante 1, horizontale, et puis les souris nues qui sont séparées des deux autres, selon la deuxième composante, donc l'axe vertical. Et on peut voir quelles sont les variables associées à ces différents groupes. Donc ici, les variables sont carrément les couples RT-masse, c'est-à-dire que ce travail est effectué avant même d'identifier les métabolites, juste à partir de l'ère des pics, les pics étant identifiés comme la paire, donc temps de rétention masse. Voyons maintenant l'OPLSDA. Contrairement à l'ACP qui est non supervisée, l'OPLSDA est supervisée, c'est-à-dire qu'elle va permettre de construire un modèle d'axe qui maximise la séparation entre deux groupes définis a priori, par exemple les témoins versus les traités, ou le génotype 1 versus le génotype 2. Ça revient à construire un modèle des axes, donc en deux étapes. On effectue des calculs sur un sous-ensemble des individus, et ensuite le modèle est testé sur les autres individus, pour voir quelle est la puissance du modèle, sa capacité à classer correctement les autres individus qui n'ont pas servi à la construction du modèle. Donc la différence avec l'ACP, c'est que dans l'ACP, qui est une analyse non supervisée, la matrice Y des variables contrôlées ne sert qu'à labelliser les individus une fois qu'ils ont été projetés sur le plan. En aucun cas, elle ne sert à calculer les axes, les composantes principales, alors que dans l'OPLS, analyse supervisée, Y, la matrice des variables contrôlées, intervient dans la construction des axes. Au final, l'OPLS est plutôt une méthode de régression et de prédiction qui extrait l'information des données X qui est liée à l'information connue dans Y. On a véritablement une modélisation des données. L'intérêt de l'OPLS, c'est de mieux découvrir les variables mesurées, les variables initiales, c'est-à-dire les métabolites, qui discriminent deux groupes d'individus dont on souhaite connaître les différences. Donc les individus étant les échantillons. Pour schématiser, on peut montrer deux exemples sur les mêmes données. On a une ACP qui est réalisée sur un jeu de données. On voit qu'on sépare, grâce à l'ACP, deux groupes d'individus. On les sépare relativement bien, mais pas parfaitement.
donc les individus en noir et en rouge. Mais on voit aussi que cette séparation est liée simultanément à deux axes. Elle n'est pas simplement liée à un des axes, à une des composantes. Avec l'OPLS, eh bien, on peut rectifier ça et avoir une séparation bien meilleure, et en plus uniquement suivant la première composante. Il est possible d'évaluer la qualité d'un modèle OPLS. Pour ça, on utilise deux indicateurs qui sont le R carré ou R carré Y, qu'on appelle le fit, goodness of fit, et Q carré, donc on appelle le goodness of prediction. Donc, R carré Y, c'est la variation de Y, la variable contrôlée, expliquée par le modèle. Donc, c'est la qualité de la séparation. Ne pas confondre avec R carré X, qui est le pourcentage de la variation totale de X, qui est lié à Y. Donc, je prends deux exemples. Vous avez un R carré Y pour une OPLS qui est égal à 97%. Ça signifie que 97% de la variance entre les deux groupes est expliquée par le modèle. Le R carré X, lui, n'est que de 24%. Ça veut dire qu'il n'y a que 24% de la variance du jeu de données qui est liée à la différence entre les deux groupes étudiés. Donc il faut faire attention à ne pas confondre ces deux notions. Et puis il y a le Q carré, donc le goodness of prediction. Là, c'est un indicateur de la validation croisée des données. Donc le modèle est testé, on l'a dit, sur des données qui n'ont pas servi à le calculer, et on peut estimer sa capacité à classer correctement les individus dans leur classe. Plus le Q carré est élevé, meilleure est la qualité du modèle. D'une façon générale, plus R carré Y et Q carré sont élevés, meilleur est le modèle. Comment trouver les variables discriminantes dans une OPLS? Eh bien, on utilise un deuxième graphique qui est le S-plot, donc la projection sigmoïde en S. On projette les variables initiales, les variables mesurées, les métabolites, donc en fonction de leur magnitude, qui est la covariance avec les classes modélisées, et de leur fiabilité, qui est la corrélation à l'axe construit, qui peut être positive ou négative, que peu importe, ce qu'on regarde, c'est sa valeur absolue. Donc vous avez en abscisse la magnitude, la covariance avec les classes modélisées, et en ordonnée, la fiabilité, donc la corrélation à l'axe construit. Plus ces valeurs sont grandes, plus la variable est discriminante. Donc c'est aux extrémités de cette courbe en S qu'on va trouver les biomarqueurs. Au centre, on a du bruit, c'est-à-dire des métabolites qui ne participent pas à la discrimination des échantillons selon la classe considérée. Et puis on a une zone un peu floue, dite zone à risque, dans laquelle on pourra faire d'autres tests ou revenir aux données brutes pour vérifier si ces variables sont effectivement discriminantes ou non. Alors pour terminer sur cette partie, et on va l'utiliser donc lors du traitement des données de travaux pratiques, il existe un site qui s'appelle MetaboAnalyst, qui est vraiment bien pour traiter des jeux de données, alors pas seulement de métabolomique, hein. Dès qu'on a un grand tableau de données, eh bien il y a une série de tests statistiques qu'on peut facilement faire sur un serveur en ligne, et qui donne un certain nombre de graphiques qui ne sont pas forcément très jolis, mais qui permettent d'aller très rapidement à un résultat. Donc on fera un travail sur le jeu de données qui est au format Excel, donc qui s'appelle Ananas-Bastien 2017 data.xlsx, que je mettrai sur l'ENT. Vous vous connecterez ensuite à MetaboAnalyst et vous essayez de procéder aux opérations de traitement des données qu'on va voir maintenant. Alors la première chose à faire, c'est de respecter le format des données. MetaboAnalyst désire avoir un certain type de formatage. Donc vous devez avoir un simple numéro pour identifier les individus, les échantillons, une première colonne qui est la colonne Y, donc des variables contrôlées, c'est-à-dire que vous mettez ici la description des échantillons, les classes auxquelles il appartient. Donc par exemple, dans ce jeu de données, on a deux génotypes d'ananas et deux traitements. Et puis la matrice X, donc qui contient les colonnes, chaque colonne correspond à un métabolite. On remarque qu'il y a un certain nombre de valeurs manquantes pour certaines variables. Donc X sont les variables mesurées. Donc ce jeu de données, le voilà, hein, donc deux variétés, MD2 et Queen Victoria, des ananas qui sont sains ou qu'on a infectés donc, par un champignon qui provoque la tache noire, et des dosages en LCMS, et 3 répétitions biologiques pour chaque modalité.
La première chose à faire, c'est d'uploader le jeu de données. Donc, il s'agit d'un jeu de données de type concentration, et on a les échantillons en ligne. Ensuite, on va gérer les valeurs manquantes. Là, il a calculé qu'il y avait 44 valeurs manquantes, c'est-à-dire 5,5% du jeu de données. Donc, il va falloir décider ce qu'on fait avec ces valeurs manquantes. Eh bien, ici, on va faire deux choses. On va supprimer les variables appelées features, donc les métabolites pour lesquels il y a plus de la moitié des valeurs manquantes. C'est arbitraire, on peut changer ce pourcentage. Et puis, on va utiliser une estimation des valeurs manquantes avec un algorithme KNN, donc K Nearest Neighbor, qui va remplacer ces valeurs manquantes. Donc ça, c'est une option. On peut faire autrement. Je vous en ai déjà parlé. Ensuite, on va appliquer un certain nombre de transformations. On va faire une transformation logarithmique, déjà pour commencer, et puis éventuellement une transformation de Pareto pour normaliser un peu nos données. Là, ici, vous avez les distributions. Regardez en particulier la courbe bleue, donc la distribution des variables en fonction du traitement appliqué. Donc vous avez la distribution avant transformation. Vous voyez qu'elle est décalée vers la gauche, ce qui est classique donc pour des analyses métabolomiques. Une simple transformation logarithmique va déjà nous recentrer, nous donner une distribution qui ressemble beaucoup plus à une distribution normale. Et puis ensuite, on peut tester l'autoscaling tout seul, le Pareto scaling, le cube root, le logarithme plus le centrage, ou le logarithme plus la transformation de Pareto. Il se trouve que, très souvent, la transformation logarithmique et de Pareto donne le meilleur résultat, c'est-à-dire celui qui s'approche le plus d'une distribution normale. Donc on va retenir celui-là. Une fois qu'on a fait ça, on arrive dans le menu où on peut choisir les tests, les analyses statistiques qu'on veut effectuer. Donc vous voyez, dans Chemometrics Analysis, vous avez Principal Component Analysis, PCA. Le résultat va nous donner ce qu'on appelle l'éboulis des valeurs propres. Je vous l'avais montré sous forme d'histogramme il y a quelques diapositives de ça. Et c'est la variance représentée par chacune des composantes principales. Ça, c'est la courbe en bleu. Et puis, vous avez la courbe verte qui est la variance cumulée qui tend vers 100%, vous le voyez. Donc, quand on regarde les deux premières composantes principales, eh bien, la première exprime 28,7% de la variance totale du jeu de données, la deuxième 23,1% et le total fait 51,8%. Donc, quand on va projeter nos données sur ces deux axes, sur ces deux composantes principales, on verra 51,8% de la variance totale. C'est ce qu'on obtient ici. On peut choisir donc les composantes principales sur lesquelles faire la projection. Donc ici, les composantes 1 et 2. Ce qu'on appelle donc les score plots. Eh bien, vous voyez, selon un code couleur, on a nos différentes classes d'individus. En rouge, on a la variété MD2 témoin. En vert, la variété MD2 mais infectée. En bleu foncé, la variété Queen Victoria témoin. Et en bleu ciel, la variété Queen Victoria, mais infectée. On voit que sur la première composante principale, eh bien, on discrimine assez bien cette dernière classe, donc Queen Victoria infectée, de toutes les autres modalités. On voit qu'il y a une certaine discrimination, même si elle a l'air d'être associée à une moindre quantité de variance, entre la variété MD2 témoin et la variété MD2 infectée. Si maintenant je regarde la distribution, la projection des individus sur les composantes 4 et 5, donc qui n'expriment respectivement que 9,9% et 6% de la variance totale du jeu de données, ben là je vois qu'il n'y a aucune tendance. La variance qui est expliquée, qui est montrée par ces composantes principales, ne concerne pas les classes d'échantillons. Elle concerne d'autres sources de variation. On peut, sur le même plan, 1, 2, projeter les variables, donc c'est le loading plot. Et l'intérêt, c'est que, eh bien, sur ce schéma, c'est un peu interactif. On peut cliquer sur une des variables pour voir son nom déjà, et voir sa distribution dans les différents échantillons. Donc ça vous donne automatiquement un histogramme qui est indiqué à droite de l'écran. Je clique ici sur un autre point, et je vois le caféoïl isocitrate, donc il y a un autre profil de distribution. Réalisons maintenant sur le même jeu de données une OPLSDA. Alors là, il faut modifier un peu parce que
le tableau, parce que l'OPLSDA dans ce logiciel ne marche qu'avec deux modalités. Quand on compare, donc par exemple, la variété MD2 saine et la variété MD2 infectée. Et bien voilà le résultat de l'OPLSDA. Vous avez à gauche donc le score plot, où l'on voit une parfaite séparation de nos deux types d'échantillons selon la première composante, qui représente 50% ici de la variance. Et puis nous avons le S-plot, donc qui nous montre quels sont les métabolites les plus discriminants. Donc c'est ceux qui sont soit dans le coin en haut à droite, soit dans le coin en bas à gauche. C'est le cas en particulier du caféoisocitrate, donc qui est beaucoup plus abondant après infection que dans les échantillons témoins. Dans Model Overview, on peut voir donc le calcul de R2X, R2Y et Q carré. Donc on va regarder R carré, Y et Q carré. On voit qu'ils sont très élevés, au-dessus de 90%. Donc on a une très bonne modélisation de nos données, à la fois en termes de la variance entre les deux groupes qui est représentée par l'OPLS, et en termes de prédiction du modèle. Il est possible avec métabo-analyse de réaliser tout un tas d'autres analyses. Par exemple, on peut tout à fait faire une analyse classique comme une ANOVA. Donc là, on va avoir ce type de représentation. Vous ajustez la p-value, vous dites je prends le risque de 5%, et vous avez une projection avec les composés qui sont donc numérotés, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et on vous montre la p-value pour chacun, enfin c'est le logarithme de la p-value en fait, pour chacun de ces métabolites. Et s'ils sont représentés en rouge, ça veut dire qu'ils sont en dessous, leur p-value est en dessous du seuil que vous avez fixé, en dessous de 5%. Donc c'est une différence que vous allez considérer comme significative au seuil de 5%. Si c'est en bleu, ben, c'est une différence non significative à ce seuil. Donc pareil, vous cliquez sur un des points et vous voyez le graphique qui est associé. Enfin, pour finir ce chapitre sur l'interprétation des données, nous allons parler un petit peu des aspects quantitatifs. Ce n'est pas le cas majoritaire, mais il peut arriver qu'on fasse des quantifications absolues. Et bien dans ce cas, c'est pas compliqué, on utilise une courbe étalon. C'est-à-dire qu'on produit une série d'échantillons qui contiennent la molécule à doser, donc dans un solvant pur, à différentes concentrations, et on trace une courbe R de pic par concentration. Donc ensuite, on n'a plus qu'à reporter l'air du pic dans l'échantillon pour savoir quelle est la concentration dans l'échantillon. Voici quelques exemples de courbes étalons pour différentes molécules. Ce sont tous des caroténoïdes, la violaxanthine, la zéaxanthine, etc. Et bien on voit que certaines sont très linéaires. La zéaxanthine en particulier donne une courbe très linéaire dans cette gamme de concentration. Mais d'autres molécules comme le delta-carotène ou encore pire la zéaxanthine dipalmitate, en bas à gauche, donnent des courbes beaucoup moins linéaires avec un certain nombre de points qui correspondent à des saturations par exemple ou des ruptures de pente. Donc cette linéarité, elle est molécule dépendante, il faut avoir une courbe étalon pour chacune de ces molécules. Il y a deux cas de figure très importants à connaître. Donc soit on fait une analyse semi-quantitative, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de dosage absolu de la teneur en métabolite dans les échantillons, mais on compare des teneurs relatives. On peut donc tout à fait l'exprimer en unités arbitraires telles que des aires de pic. Et si tous les échantillons sont traités exactement de la même façon, on fait une simple normalisation par rapport à la quantité initiale d'échantillons biologiques, c'est-à-dire la prise d'essai. Par exemple, si on a pris 20 mg ou 21 ou 22 mg selon les échantillons, on va simplement diviser l'aire du pic par cette masse pour chaque échantillon, de façon à avoir une normalisation quantitative. Éventuellement, également, on peut diviser la valeur par rapport à un standard interne, je ne reviens pas dessus, on l'a déjà vu, ça permettra de normaliser les petites erreurs qu'il y a pu avoir liées à l'analyse. Dans le cas d'une analyse quantitative, c'est un dosage absolu de la teneur en métabolite. Et là, on va utiliser une courbe étalon qui est issue du dosage de solution pure. Les unités seront des teneurs, donc des micromoles par gramme de matière fraîche ou de matière sèche, ou carrément des concentrations dans l'extrait. Et tout ça est fait donc avec une courbe étalon. L'idée aussi, c'est qu'il va falloir calculer cette concentration en tenant compte de toutes les étapes d'extraction, les quantités, les volumes, le séchage, etc., depuis le matériel biologique initial.
Les normalisations qu'on applique pour corriger les biais. Dans l'idéal, évidemment, tous les échantillons sont traités exactement de la même façon. Il y a de toute façon toujours des biais. Donc on va modifier ou diviser les aires de pic par le standard interne, la masse exacte de la prise d'essai, les volumes d'extraction, les volumes d'injection, etc., etc. On le reverra en TD. Quelque chose qu'il faut vérifier également pour s'assurer de bien quantifier les molécules, c'est qu'on a épuisé l'échantillon. C'est-à-dire que on va réaliser une succession d'extractions sur le même culot d'échantillon. On va extraire une première fois avec un volume de solvant, doser la molécule, une deuxième fois le même culot avec un autre volume de solvant, doser la molécule, etc. 2 ou 3 fois. Et on va voir ce que représente la quantité de chaque molécule dans le deuxième extrait, qui correspond au premier épuisement en fait, par rapport au premier. Vous avez ici donc un exemple pour 4 molécules. Donc vous voyez que pour l'acide chlorogénique, la surface du pic, c'est en MRM de la deuxième fraction, c'est-à-dire du deuxième extrait du même culot par rapport à la fraction 1, ne représente que 8,8%. Donc il ne restait au mieux, au plus, que 8,8% de la molécule lorsqu'on a fini la première extraction. Donc à la limite, on peut dire que ça suffit pour être quantitatif, qu'on a extrait plus de 90% de la molécule en une seule fois. Pour la rutine, c'est 8% qu'on trouve dans le deuxième extrait par rapport au premier. Le camphérol 3-rutinoside, 9%, mais pour les acides 1,5 ou 3,5 bicaféylquiniques, on trouve 23,9%. Ça signifie que cette molécule est tellement abondante qu'on n'a pas réussi à l'extraire complètement lors de la première extraction, et qu'il va falloir modifier la méthode, par exemple diminuer la quantité de prise d'essai, donc diminuer la quantité de poudre végétale pour le même volume de solvant, ou alors garder la même quantité de poudre végétale, mais augmenter le volume de solvant, ou encore troisième possibilité, faire 2 extractions successives pour être sûr d'extraire la totalité de la molécule. Dernier point concernant ces aspects quantitatifs, donc les variations techniques qui sont liées aux appareils. Lorsqu'on injecte successivement le même extrait, le même échantillon dans l'appareil, on constate une variation du signal. Donc c'est ce qui est présenté ici, après 9 injections d'affilée en LCMS pour différentes molécules, différents caroténoïdes. On voit ici le coefficient de variation, c'est-à-dire l'écart type en pourcentage. Pour ces différentes molécules, eh bien, on a un coefficient de variation de 6,8 pour la violaxanthine, mais par exemple de 20,9 pour la zéaxanthine dipalmitate, donc respectivement à gauche et à droite du graphique. Cette variation, donc, elle est liée aux imprécisions de l'appareil, de l'injecteur, de la source, du détecteur. Dans le graphique du bas, on a la même chose, mais pour une concentration en molécules plus élevée, donc plus petite, pardon, on avait 1,9 micromolaire dans le graphique du haut et 64 nanomolaires dans le graphique du bas. Et bien on voit que les variations peuvent être assez différentes. Par exemple pour le lycopène, à 1,9 micromolaire, on a un coefficient de variation de 12,8% et à 64 nanomolaires de 23,1%. Donc la variation liée aux appareils est molécule dépendante et concentration dépendante. Donc ça c'est important, tout simplement pour savoir dans quelle mesure on pourra distinguer 2 concentrations différentes. Si le coefficient de variation technique simplement lié aux appareils est assez élevé, eh bien on ne pourra pas avoir de petites différences, de faibles différences significatives entre les échantillons.